Donc, on va vous présenter très brièvement les programmes hors-piste pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. On va surtout par la suite décrire le processus qui a été mis en place pour concevoir, implanter, évaluer, pérenniser, mettre à l'échelle à plusieurs écoles ces programmes-là. Et ça va nous permettre de décrire très concrètement le rôle des personnes courtières de connaissances à chacune de ces étapes-là. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte, là, les programmes hors-piste, c'est vraiment des programmes qui ont été initiés par le Centre RDC, mais co-construits par des centaines d'acteurs qui visent la prévention des troubles anxieux. Mais pour arriver à prévenir des troubles anxieux, on va vraiment venir agir sur le développement des compétences psychosociales des élèves, mais aussi sur l'établissement d'environnements sains et bienveillants. Donc, on a des stratégies qui visent les élèves, mais aussi les équipes écoles, aussi les parents. C'est des programmes qui sont implantés en milieu scolaire, de la prématernelle jusqu'au postsecondaire, en passant par la formation générale aux adultes, la formation professionnelle. Donc, on vise vraiment cette continuité-là là, dans le développement des compétences psychosociales. Vous le savez, hein, il y a vraiment une multiplicité des initiatives, des programmes qui visent le bien-être des élèves, prévention des troubles anxieux, prévention des autres troubles d'adaptation. Donc, on a essayé de dégager un peu ce qui distinguait ou ce qui était particulier au programme hors-piste. Mais vous allez voir qu'à travers la présentation, on va aborder plusieurs de ces aspects-là. Donc, j'en pointe seulement quelques-uns. D'abord, c'est un programme gratuit. C'est comme notre mission là, de rendre accessible le matériel, l'accompagnement, etc., gratuitement au milieu de pratique. Peut-être aussi, il y a vraiment une progression des apprentissages dans les programmes hors-piste. Donc, je vous l'ai dit, on part avec les tout petits jusqu'à l'université, mais on est dans un modèle de développement des compétences appuyé sur l'âge développemental des enfants. Donc, ils grandissent à travers ce développement de compétences-là. On essaie de favoriser aussi la collaboration entre les différents milieux. Donc, oui, les programmes sont implantés en milieu scolaire, mais il y a vraiment une collaboration forte avec la santé publique dans les volets de prévention universelle, mais avec le réseau de la santé, les équipes jeunesse, etc., dans les volets qui visent plus l'intervention auprès des jeunes qui présentent des symptômes anxieux et de leurs parents. Donc, on a aussi un continuum là, de la prévention universelle jusqu'à l'intervention précoce et l'intervention spécifique. Donc, on essaie d'agir un peu à tous les niveaux. Puis, on essaie aussi, là, si vous voyez la cohérence avec le PSIQ et le référent équipe, on essaie de vraiment s'inscrire en cohérence avec les modèles qui sont déjà proposés aux écoles pour essayer de l'imbriquer dans ce qu'ils font déjà, que ça fasse sens pour eux. Donc, rapidement, c'est quelques volets, mais on va voir les autres à travers la présentation. À ce jour, c'est combien d'écoles primaires qui implantent à peu près? On a autour de 250 écoles primaires, 175 écoles secondaires. Puis là, on a fait cette année un projet avec les LGAFP. Puis il y a les 5 établissements postsecondaires en esprit, mais là, ça commence à prendre l'ampleur aussi dans d'autres régions au niveau collégial et universitaire. Il y a des enjeux en lien avec les programmes qui visent la promotion de la santé mentale, la prévention de l'anxiété déployés en milieu éducatif. Les recherches nous disent qu'ils ont le potentiel de réduire le fardeau des enjeux de santé mentale chez les jeunes et chez la population générale. Toutefois, ces programmes sont rarement implantés de façon systématique, rarement dans une perspective de pérennisation. Si vous travaillez avec les milieux scolaires, avec les milieux d'éducation, les milieux d'enseignement supérieur, vous avez vu qu'il y avait une question ce matin dans ce coin-ci, justement sur la pérennisation. Des fois, de belles initiatives, souvent portées par des chercheurs dans le cadre d'une recherche, où on implante quelque chose pendant 1 année, 2 années, la recherche est terminée et tout tombe à plat. C'est qu'il y a vraiment des enjeux qui sont dénoncés par les recherches et plein d'initiatives, puis on le voit particulièrement pendant la COVID, partout dans le monde, mais particulièrement, on le voit ici au Québec, là, en lien avec les constats d'enjeux de santé mentale chez les jeunes. Il y a beaucoup d'argent injecté de plusieurs ministères pour soutenir la mise en place d'initiatives. Il y a une multiplication d'initiatives qui partent tous d'un bon fond. Les gens veulent contribuer au mieux-être des jeunes, mais il n'y a pas d'évaluation de ces initiatives-là. Puis souvent, pas de concertation entre ces initiatives, donc on va y revenir. Donc, nous, on s'est dit, on va aller voir du côté de la science d'implantation. On va miser sur le rôle des personnes courtières de connaissances pour essayer
de pallier ces enjeux-là. Vous avez ici le processus Knowledge to Action, des connaissances à l'action. Je ne le présenterai pas dans le détail parce que Daniel va le présenter tantôt. Ce processus-là est au cœur de guides qu'on a élaboré, moi et mon équipe, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Marie Massoir a été très active dans la rédaction de ces guides-là. Mais tout ça pour dire que ce processus-là, qui est largement connu et utilisé à travers le monde, est réputé pour être clair, facile d'utilisation, prendre en considération le contexte local, encourager l'implication des parties prenantes, mais surtout ce qu'on aime, c'est toute l'importance qui est accordée à, quand on commence un projet de courtage de connaissances, d'aller voir ce qui existe ailleurs là, pour éviter de réinventer la roue, l'importance d'aller entendre les besoins, analyser le contexte local, l'importance d'identifier les facteurs d'influence qui peuvent faciliter ou freiner le projet qu'on va éventuellement mettre de l'avant, l'importance de penser une stratégie intégrée de transfert des connaissances, incluant de multiples activités pour venir outiller tous les acteurs en fonction des objectifs qu'on poursuit, mais aussi l'importance de monitorer l'utilisation, idéalement évaluer l'implantation et les retombées de nos projets de courtage de connaissances et surtout de les pérenniser. Donc, c'est chacune des étapes. Puis, ensemble, on va vous illustrer très concrètement, en lien avec les programmes, particulièrement le programme Orpus au secondaire, comment on a mis à profit les courtiers de connaissances pour parcourir chacune de ces étapes. Peut-être dire, elles sont présentées de façon séquentielle, mais il faut comprendre qu'elles sont itératives. Il y a certaines étapes qu'on fait en même temps. Des fois, on revient un peu à l'arrière. Et des fois, dans le cadre d'un projet d'envergure comme celui qu'on pilote, on passe à travers plusieurs fois ce cycle-là. On implante dans un certain nombre d'écoles, on évalue, on réajuste, on élargit la mise à l'échelle à un plus grand nombre d'écoles, puis on refait la boucle. Donc, la première phase, ça a vraiment été de déterminer c'est quoi le problème, puis l'écart entre les connaissances et la pratique. Donc, au tout début du centre RBC, on est allé consulter plein d'acteurs de différents milieux de pratique, donc dans le réseau de la santé, dans les milieux scolaires, dans les milieux communautaires, des jeunes, des parents, et tout le monde s'entendait sur le fait que l'anxiété était en augmentation chez les jeunes, et tout le monde nous nommait ça, tout le monde disait qu'il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Donc, nous, on est allé aussi consulter des sondages, des enquêtes qui témoignaient de cette augmentation-là d'anxiété chez les jeunes. Donc, on a fait des recensements d'écrits sur la problématique de l'anxiété, mais aussi sur les programmes qui existent dans le monde, les programmes de prévention universelle, les programmes d'intervention précoce pour être capable de bien cerner le problème, puis essayer d'avoir des données sur lesquelles s'appuyer pour la suite du processus. Cette recension des écrits nous amène à voir qu'il existe des programmes dans le monde, mais très peu d'entre eux venaient agir à tous les niveaux du système, ce que nous, on souhaitait faire, ce qui nous amenait à dire on doit aller de l'avant pour en développer un. Donc, après ça, on est parti avec quelques écoles de Sherbrooke, mais rapidement, on a une subvention du RUIS, le réseau intégré universitaire en santé et services sociaux, qui nous a permis d'élargir à d'autres régions. Donc, on a voulu aller voir si ce qu'on avait imaginé, ce qu'on mettait en place, s'adaptait à tous les contextes de pratique. Puis, on a mis des stratégies en place pour voir, mais est-ce que ça s'adapte au milieu scolaire, mais est-ce que c'est en cohérence avec les autres milieux de pratique aussi? Donc, en 2018, on a fait un portrait populationnel auprès de plus de 8000 élèves de 14 écoles secondaires pour voir c'était quoi leurs caractéristiques en lien avec l'anxiété, mais en lien avec d'autres problématiques d'autres troubles d'adaptation aussi, puis des préoccupations. Puis, on a mis plusieurs comités en place, des comités par école pour nous guider sur s'arrimer avec la réalité de chacune des écoles, des comités aussi intersectoriels pour s'arrimer avec les différents milieux de pratique des personnes impliquées. Donc, ces comités-là ont participé à la co-construction du programme, mais aussi là, à toutes les étapes du cycle là, pour nous aider à ajuster puis à s'ajuster au contexte.
On regarde aussi à chaque étape les facteurs d'influence. Donc, on part plusieurs stratégies. On a des bilans d'implantation dans chacune des écoles qui implantent avec des acteurs qui nous nomment qu'est-ce qui facilite, qu'est-ce qui freine l'implantation. On a les personnes animatrices à l'aide des journaux de bord qui nous nomment aussi ce qui facilite, ce qui freine. Et on a aussi mis en place certaines conditions pour faciliter l'implantation. Donc, une subvention de l'Agence de la santé publique du Canada qui nous permet de poursuivre l'ajustement du programme et l'évaluation du programme. Une subvention aussi du ministère de la Santé et des Services sociaux qui ont mis en place une équipe qui est dédiée à l'accompagnement des écoles dans l'implantation du programme Orphis. Donc, c'est une équipe qui est rattachée au site de la Montérégie-Centre. Puis, on s'est assuré qu'on était arrimés aux différentes orientations ministérielles. Puis, on a eu le plaisir de constater là, que le programme Orphis était positionné au cœur de l'action 4.3 du dernier plan d'action interministérielle en santé mentale 2022-2020. Et ça, c'est le grand frisson des chercheurs en transfert des connaissances, de réussir à influencer les politiques. On a réussi. C'est ce qui vient à nous. Après ça, ben là, vient le temps de concevoir le matériel. Donc, on développe des outils, des guides d'implantation, des guides d'animation, des affiches, toutes sortes de matériel, un site web, un infolette pour aider les milieux dans l'implantation. Puis, on va former, on a formé l'équipe qui est dédiée à l'accompagnement des milieux, mais on forme aussi les animateurs, on forme les formateurs aussi dans différents milieux pour que ce soit pérenne puis que les équipes écoles puissent s'approprier certaines formations. Puis, on a mis en place une gouvernance, évidemment, là, qui est composée d'un comité interrégional de coordination, mais aussi des rencontres statutaires entre notre équipe de recherche et l'équipe de soutien à l'implantation, puis des comités d'implantation dans chacune des écoles pour que ça repose sur un acteur, mais que ça repose sur un ensemble d'acteurs, puis que ça puisse être pérenne comme ça, puis de s'assurer que les bons acteurs sont autour de cette table-là, les directions d'école qui ont un leadership plus grand, etc. Au niveau du monitorage et de l'évaluation, Joël vous parlait tantôt, dans chacune des écoles, il y a un comité d'implantation. Alors, ces comités d'implantation nous aident à chaque année, on fait un bilan avec eux, ils nous aident à identifier les facteurs qui facilitent ou freinent le déploiement du programme. Donc, ça a été très riche les premières années là, pour permettre de réajuster le programme. Joël parlait également là, de la super subvention qu'on a eue de l'Agence de la santé publique du Canada qui finance 20 projets à travers le Canada, des projets prometteurs. Orphis fait partie de ces projets-là. Cette subvention-là, sur plusieurs années, nous permet d'avoir une équipe de recherche composée d'une trentaine de professeurs de plusieurs universités du Québec pour évaluer l'implantation et les retombées du programme. Et ces résultats-là nous permettent de réajuster le programme à chaque évaluation, partager les résultats au milieu de pratique, mais aussi publier au plan scientifique. Au niveau de la pérennisation, vous allez comprendre que tout ce qu'on a mis en place depuis le début, qui a été nommé par Joël et moi, sont des mesures qui augmentent les chances de pérennisation. Donc, le processus d'élaboration du programme qu'on a mis en place pour s'assurer que ce soit arrimé aux besoins, aux orientations ministérielles, c'est une des mesures. Tout le soutien qu'on a pu avoir, la collaboration avec les différents acteurs, la gouvernance qu'on a mis en place, le fait d'avoir une équipe dédiée à l'accompagnement. Il y a des recherches qui démontrent d'avoir une équipe dédiée à l'accompagnement. On augmente les chances de combien on l'a vu dans un... Oui, je ne me souviens pas. de plusieurs pourcentages. On augmente de beaucoup le pourcentage qu'un projet entraîne des retombées concrètes. Puis maintenant qu'on est positionné dans le nouveau plan d'action interministériel, ça nous donne un levier supplémentaire. Donc, ces mesures-là sont réputées efficaces par certains acteurs qui s'intéressent à la pérennisation et la mise à l'échelle. Si on a suscité votre intérêt pour le programme Orphis, on vous invite à vous inscrire à l'infolettre qui à suivre un peu le déploiement de ce beau projet qui aujourd'hui a un impact sur, on estime combien de 80 000 jeunes primaire secondaire, puis là on n'a pas, ça compte pas le secondaire. Qui développent leurs compétences socio-émotionnelles et alors seront peut-être des courtiers de connaissances de demain.